Très bien. Alors, bienvenue tout le monde pour ce webinaire sur la formation de l'apprentissage solaire. Voilà, on est heureux de vous avoir tous ici présents pour suivre et puis être dans cette aventure avec nous pour ce nouveau métier qui, en tout cas, au niveau de Suisse Solar, nous fait grandement plaisir et on se réjouit vraiment de voir la suite. Petites informations techniques. J'espère que vous avez bien vu la slide suivante passer devant vos yeux. Euh, ce webinaire est enregistré et on va le rendre disponible sur YouTube avec un lien pour ceux qui le demandent, donc pour les membres notamment. Vous pourrez poser vos questions, mais on va plutôt le faire par session pour éviter de trop couper le webinaire et perdre du temps. Vous pouvez également poser toutes vos questions par oral ou par écrit dans le chat et puis on pourra y répondre au fur et à mesure. On vous remercie d'éteindre vos microphones pendant que les intervenants parlent. Vous pourrez rouvrir pour poser vos questions. Et à la fin, on vous enverra un email avec un petit sondage de satisfaction et on vous enverra les présentations que vous aurez vues aujourd'hui et également l'enregistrement complet du webinaire. Voilà un petit peu pour les informations techniques. Peut-être, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Yannick Sauter, je suis le coordinateur roman pour Suisse Solar, basé à Yverdon. Je vous donnerai petite introduction rapide sur ce que fait Suisse Solar pour vous aider, vous accompagner. Ensuite, on aura surtout Sébastien Setou qui fera une belle présentation complète sur la situation de l'apprentissage, où on en est, quelles sont voilà, les différentes étapes déjà passées et les prochaines étapes à venir, et puis vous donner plein d'informations techniques dont j'imagine vous êtes tous friands et vous réjouissez d'entendre plus là-dessus. Ensuite, c'est l'objectif de ce webinaire n'était pas seulement de vous informer de manière générale sur ce CFC, mais aussi de créer un partage d'expérience. On s'est dit que probablement beaucoup d'entreprises dans le domaine n'ont finalement jamais eu d'apprentis. Alors, il y a celles qui sont peut-être un peu plus grandes et puis qui ont d'autres domaines qui ont eu des apprentis à travers d'autres métiers. Mais pour ceux qui sont vraiment uniquement spécifiques d'installation solaire, vous n'avez probablement pas eu d'apprenti jusque-là, pas forcément l'habitude d'accueillir des jeunes de 15-16 ans avec pas d'expérience du marché professionnel. Et donc, on voulait un petit peu vous accompagner à ce niveau-là, d'où un partage d'expérience, premièrement plutôt orienté sur le stage d'orientation. Voilà, comment accueillir un jeune euh, dans l'entreprise, comment le faire découvrir l'entreprise, comment l'intéresser à s'engager pour un apprentissage et avec votre entreprise particulièrement. Donc, on aura Eduardo Cometti et Olivier Loutan qui nous donneront un petit retour d'expérience de ce qu'ils ont vécu à l'interne avec des expériences un peu différentes. Et ensuite, l'idée, c'est de continuer avec des questions, des échanges pour justement qu'on puisse tous bénéficier en fait de ce que chacun a pu vivre ou pas encore vivre justement, c'est selon pour la suite. Très bien. Alors, j'y vais directement pour pas perdre de temps. Justement, donc, sur Solar, on essaye alors, en plus de mettre en place la formation, avec un énorme travail qui a été fait, là, je félicite mes collègues de Zurich qui ont vraiment abattu un énorme travail. On essaye aussi de vous soutenir du mieux possible avec quelques outils de promotion ou diverses activités. Donc, on a ici, vous avez une liste d'outils à disposition, dont je vais vous montrer quelques exemples tout de suite d'après, que vous pouvez sans autre commander auprès de nous, donc auprès d'Andrea Eisler particulièrement, dont vous voyez l'email ici. Je vais vous montrer deux, trois images. On essaie de faire un maximum de promotion de ce métier pour attirer un maximum de jeunes. Et autant que possible, on essaie aussi de vous soutenir dans les médias. J'y reviendrai aussi avec une slide. Alors, parmi les outils à disposition, on a des annonces qui sont en format A4 ici, que vous pouvez commander auprès de nous et qui peuvent également avoir des zones blanches où vous pouvez ajouter votre logo d'entreprise, vous pouvez ajouter un QR code qui renvoie directement vers votre entreprise. Donc, ça vous permet, voilà, le but, c'est de vous faciliter la vie avec du travail marketing que on n'ait peut-être pas besoin de mettre en place et utiliser directement notre matériel qui est à votre disposition. Là, vous avez quelques exemples et puis en bas, vous avez des exemples avec un petit carré blanc en bas à gauche des images. C'est pour mettre votre QR code à vous, personnalisé à ce niveau-là. On a également quelques badges de chantier. Donc, vous avez un exemple ici. Alors là, en l'occurrence, qui est en allemand, mais vous avez la version en français.
Et elles peuvent aussi avoir des zones blanches où vous pouvez ajouter justement vos logos d'entreprise ou des diverses informations, QR code ou autres, à votre loisir sur ces badges. Donc, ça peut être assez intéressant pour vos chantiers de commander quelques badges comme ça, faire de la pub et essayer en même temps de récupérer des intérêts pour votre entreprise. On a cet autocollant pour voiture que vous pouvez mettre sur typiquement vos voitures professionnelles qui renseignent déjà le contact de votre entreprise pour montrer que vous aussi, vous êtes une entreprise formatrice et vous pouvez former des jeunes ou que justement vous cherchez des jeunes. Ils n'ont pas encore été commandés en français, donc c'est le bon moment de vous manifester. Comme ça, on pourra passer une commande à grande échelle et puis pour être sûr de faire partie de cette commande pour recevoir les autocollants. Vous avez ici la taille qui est écrite sur la slide. Le flyer que vous avez peut-être déjà vu, qui a beaucoup circulé en tout cas sur notre site internet, vous pouvez celui-là télécharger directement sur notre site. Pas besoin de le commander. Et voilà, vous avez un peu l'exemple ici. Par contre, vous pouvez, si vous voulez le commander, la version papier, alors ça c'est possible, faites-le auprès de nous. Pour trouver des informations, alors bien sûr, il y a ce webinaire qui sera très intéressant avec tout ce que Sébastien va vous présenter après. Vous avez également énormément d'informations sur notre site internet, donc suissesolar.ch/apprentissage. Vous avez plein d'onglets différents à destination des futurs apprentis, à destination de vous, entreprises formatrices, à destination de différentes personnes. Vous avez des informations sur le CFC, sur l'AFP, sur un détail peut-être plus pratique sur la formation en elle-même. Vous avez aussi divers foires aux questions typiques que vous pourrez trouver là-dedans. Donc vraiment, n'hésitez pas à fouiller ce site, à chercher. Vous allez vraiment avoir une pléthore d'informations à ce niveau-là. Bien sûr, si ça manque, revenez vers nous, posez-nous vos questions et puis on essaiera d'y répondre au mieux. On a ensuite créé un autre site internet. Donc ça, c'est pas le site internet de Suisse Solar, celui que je vous ai montré avant. C'est vraiment le site internet de Suisse Solar avec tout ce que vous y connaissez. Et ça, c'est un autre site internet, un autre domaine que nous avons créé qui s'appelle formation-solaire.ch avec déjà, vous le voyez, l'état 98 000 nouvelles utilisatrices, nouveaux utilisateurs il y a quelques jours, encore il y a quelques jours avec énormément de clics. Là-bas, je ne vais pas vous lire tout, mais vous voyez à peu près le nombre de personnes qui sont allées chercher des éléments, qui ont cliqué sur des boutons pour se renseigner sur cet apprentissage. Donc ça, cette page, elle est vraiment dédiée purement au métier, à l'apprentissage, avec une bonne orientation futurs apprentis pour les motiver, leur présenter c'est quoi ce métier, pour qui, voilà, c'est vrai que la page des Suisses Solar elle est un peu plus destinée à nos membres et cette page un petit peu plus, enfin ce domaine un petit peu plus pour les apprentis, même s'il y a aussi des informations pour vous, justement quelques idées peut-être un peu marketing ou divers. Vous avez également une fonction de recherche des entreprises formatrices qui nous ont donné l'information qu'elles le sont. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a listé toutes les entreprises formatrices en Suisse, c'est-à-dire qu'on a listé toutes celles qui nous ont dit qu'elles l'étaient et qu'elles cherchaient des places d'apprentissage. Donc, si vous êtes membre Suisse Solar et que vous cherchez des apprentis, dites-le nous et on va vous ajouter sur la liste. Et comme ça, lorsqu'un jeune cherche une place, votre entreprise va sortir fonction de recherche. Donc, vous voyez en bas à gauche, c'est l'exemple. Euh, voilà, très bien, je crois que j'ai rien oublié. Ça m'a l'air tout bon. On a mené une grande campagne sur les réseaux sociaux qui va continuer. On vous invite à relayer tous les posts qu'on publie sur la formation solaire. Vous avez le hashtag en bas, hashtag formation solaire. On vous invite à l'utiliser voilà, autant que possible. On va essayer de faire un maximum de bruit pour motiver les jeunes à suivre ce nouveau métier. C'est notre défi actuel, c'est d'avoir un maximum de personnes motivées. Pour terminer, je crois que c'est ma dernière slide avant que je passe la main à Sébastien. Comme je l'ai dit, on essaie aussi les médias et là, on peut vous accompagner. On a nous-mêmes pas mal de contacts avec les médias et on voit souvent l'intérêt des journalistes de pas juste voilà, connaître un peu la théorie générale, mais d'avoir du concret en retour. Ils cherchent généralement à pouvoir interviewer un chef d'entreprise ou alors un futur apprenti qui aurait peut-être, par exemple, fait un stage d'orientation
ou des personnes qui seraient en reconversion professionnelle. On a remarqué qu'ils sont vraiment friands de ce type de témoignage. Vous avez là ici un exemple qui a été fait la semaine passée avec le temps. Il y en a un autre en cours un autre qui est en cours avec 24 heures également. Et nous, en fait, c'est ce qu'on a besoin pour vous aider aussi à être visible, c'est de savoir quelles sont les entreprises intéressées et qui seraient prêtes à faire un interview dans les journaux à propos de ce nouveau métier. Donc, n'hésitez pas à nous le dire, qu'on connaisse votre intérêt, la possibilité, qu'on ait aussi vos contacts. Souvent, ça va assez vite. Là, typiquement, pour le temps, on avait moins de 24 heures pour trouver quelqu'un et faire l'interview. Donc, c'était vraiment rapide. Nous, on va aussi essayer d'alterner, de tourner au niveau des entreprises. Alors, c'est clair que si on en a une vingtaine, bon, il n'y aura peut-être pas 20 articles et on ne pourra peut-être pas voir chaque entreprise. Mais pour le moment, on n'a pas eu beaucoup d'entreprises qui se sont manifestées, en Suisse romande en tout cas. Donc, il y a de la place. Et puis, c'est notre objectif, c'est de donner de la visibilité à nos membres à travers les médias. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous manifester auprès de nous. Voilà, je pense que là, on va laisser passer cette phase de questions. C'est plutôt les questions pour vous. On est intéressé à connaître quels outils auriez-vous besoin? Comment est-ce qu'on peut mieux vous soutenir? N'hésitez pas à l'écrire dans le chat ou à nous écrire par email. De quoi vous auriez besoin pour qu'on puisse au mieux vous aider pour être une entreprise formatrice, pour trouver des futurs apprentis, pour les accompagner au mieux. On a également toujours de la place pour du sponsoring. Donc, si vous êtes intéressé à un sponsoring de la campagne de communication autour de ces CFC et AFP, n'hésitez pas à nous contacter pour connaître voilà, les tenants aboutissants, notamment présence de votre logo, relations publiques, contribution au blog, etc. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. C'est tout à fait possible et on a encore de la place et particulièrement, je pense, en Suisse romande. Donc, vraiment, n'hésitez pas à ce niveau-là. Et je vous propose, voyons le temps, qu'on passe à la présentation de Sébastien et on pourra prendre toutes vos questions en même temps après la présentation de Sébastien, si cela vous convient. Et si Sébastien, tu es prêt, je te passe la parole. Donc, Sébastien Sédou, qui est le responsable formation professionnelle au centre de formation Polybat, l'EPACO, et qui a suivi le développement de cet apprentissage dès le début, qui est au cœur des débats et des échanges, et puis qui sera la meilleure personne pour tout vous expliquer. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Yannick. Si tu me redonnes l'écran que je puisse mettre la présentation. Alors, j'arrête le partage. Merci. Tu peux y aller. Voilà. Alors, je pense là que vous voyez ma présentation. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette petite présentation de ma part du côté de l'école. Merci en tout cas aussi à Suisse Solar de donner l'opportunité, la possibilité de pouvoir présenter un petit peu comment l'école fonctionne ou comment ça va être organisé toute cette formation. Parce qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore habituées au système ou bien à la philosophie en fait que nous avons organisé l'école chez Polybat pour la Suisse. Alors voilà, mon nom, Sébastien Sétou, je suis le responsable de la formation professionnelle pour la Suisse romande. Donc effectivement, je vais organiser en fait tous les cours qui ont un lien avec l'association professionnelle ou bien avec le monde du travail, c'est-à-dire les cours inter-entreprises et la formation supérieure et les examens de fin d'apprentissage. Ça, c'est ma spécificité. L'école professionnelle est organisée en principe par les cantons. Et puis de ce côté-là, il y a une collègue qui est directrice de l'école qui doit mettre après en place différentes choses à ce sujet-là. Je reviendrai aussi plus tard sur cette petite variante. Le programme pour aujourd'hui, en espérant que ça passe, voilà. Le programme pour aujourd'hui, alors j'ai fait quand même organiser une petite présentation de Polybat, histoire que vous sachiez un petit peu comment nous sommes organisés. Ensuite, quelques informations globales sur l'ordonnance, et puis le plan de formation, et puis les exigences que doivent avoir les formateurs et les entreprises pour pouvoir prendre des apprentis. Ensuite, une organisation de l'école, autrement dite, entre l'école professionnelle, les cours inter-entreprises et la procédure de qualification. Et puis à la fin, quelques explications, quelques mots sur la formation professionnelle supérieure
et d'autres besoins qu'aurait l'école pour que le système fonctionne. Voilà, qu'est-ce que c'est Polybat? Beaucoup de gens, je pense, doivent se poser la question, n'ont peut-être jamais entendu parler ou bien peut-être que de loin. Mais maintenant, effectivement, cette profession a atterri chez nous. Donc, Polybat, nous sommes un prestataire de formation pour les spécialistes de l'enveloppe du bâtiment. Donc, nos chefs, en principe, nous organisons la formation initiale et la formation supérieure. À l'heure actuelle, pour les 5 professions, c'est-à-dire pour les étancheurs, les couvreurs, façadiers, échafaudeurs et storistes. Ce sont les professions que nous avons à l'heure actuelle chez nous depuis 15 ans maintenant, depuis 2008. Et puis, à partir du 1er octobre 2023, l'installateur solaire, depuis que l'ordonnance est rentrée en vigueur, nous avons l'installateur solaire et le monteur solaire qui nous ont été intégrés en fait au champ professionnel enveloppe du bâtiment. Nos chefs, à l'heure actuelle, nous organisons la formation pour ces 6 associations professionnelles, dont Suisse Solar, maintenant, on fait partie depuis maintenant presque 2 ans, qu'on a décidé de mettre cette solution en place. Donc, en fait, bien imaginer, c'est que Polybat a les compétences pédagogiques et les associations professionnelles ont les compétences techniques. Et on mélange ça ensemble pour avoir une formation qui tienne la route, surtout qui réponde à la demande du marché, pour qu'on puisse en fait former des apprentis ou former des jeunes ouvriers qui vont être aussi aptes dans les entreprises à pouvoir faire leur travail convenablement et ce qui sera demandé après sur le marché. Si Suisse Solar ne fait rien, nous ne faisons rien non plus. Donc ça dépend un petit peu de ça, de comment ça va un petit peu bouger la chose aussi dans le futur. Voilà un petit peu comment c'est organisé. Le centre de formation Polybat, enfin Polyba ou Polybat en règle générale, a 2 centres de formation à l'heure actuelle. Nous sommes à Houtzwil pour la Suisse allemande, c'est là où il y a le siège central. C'est là aussi devient toutes les informations. C'est aussi la Suisse alémanique qui a le plus grand nombre d'apprentis. Et puis nous avons construit un centre des PACO avec une jolie photo à l'heure actuelle des ateliers que nous avons en face avec 2 salles de classe que nous avons ici. Ça aussi, c'est une possibilité pour les entreprises qui sont un petit peu curieux de savoir, venez nous rendre visite, il n'y a pas de souci, les portes sont ouvertes, de savoir où est-ce que vos apprentis vont atterrir une fois chez nous. Et puis à partir de 2024, on aura un 3e centre qui sera ouvert à Grenchen, à côté de Soleure. Il sera aussi pour la Suisse alémanique. Donc la Suisse alémanique sera divisée en 2 parties. Une partie plutôt est avec Houtzwil et Saint-Gall, et puis une partie plutôt ouest de la Suisse alémanique qui vont aller à Grenchen. Ça, ce sont à l'heure actuelle les 3 centres de formation qui fonctionnent sous la philosophie Polybat, comme on dit, avec le même système, avec la même culture de formation. Le canton de Berne a décidé depuis quelque temps, sauf pour les francophones, seulement pour les alémaniques, a décidé qu'ils allaient faire la formation seulement pour les installateurs solaires, tout seuls, avec les cantons internes, avec les contrats qui sont internes au canton. Donc, eux, ils font leur propre voie, ils vont devoir suivre les plans de formation que nous avons édités, et puis ils vont devoir chercher des enseignants et puis former leurs propres apprentis. Donc ça, c'est le canton de Berne fait un petit peu solo dans l'histoire, et puis en fait, tous les apprentis vont aller à Berne à l'école et puis pas venir ni à Grenchen ni à Houtzwil au cours. Par contre, les Bernois romans viendront au PACO pour les cours. Je pense que là, ça ne fera pas de sens pour 2 ou 3 d'ouvrir une classe dans ce domaine-là. Les tâches de Polybat. Alors, nous avons quelques tâches que j'aimerais là vous expliquer. On en a vu déjà quelques-unes. Donc, les 4 principales que nous donnons, c'est l'école professionnelle. Normalement, l'école professionnelle a la compétence des cantons de le faire, mais comme nous avons nous sommes un petit métier, il y a une loi qui autorise en fait les associations du monde du travail à organiser l'école professionnelle. C'est ce que nous avons, c'est ce que nous bénéficions à l'heure actuelle. Nous avons des contrats de prestation avec les cantons et nous organisons pour eux toute cette formation théorique. Alors, nous dépendons du canton de Saint-Gall, parce que c'est Saint-Gall qui a la surveillance de la formation chez nous. Donc, en fait, tous les enseignants qui travaillent chez nous sont comme si c'était des employés du canton de Saint-Gall ou des enseignants du canton de Saint-Gall. C'est vrai que le système aussi, le canton de Saint-Gall finance l'école professionnelle. En deuxième partie, nous avons les cours interentreprises. Alors ça, c'est vraiment mon secteur, parce que ça, c'est la responsabilité absolue des organisations du monde du travail d'organiser ces cours, de mettre en place ces cours, de mettre le matériel en cours et surtout le programme qui va être expliqué là-dedans.
Ensuite, la troisième fois, c'est la procédure de qualification, donc c'est les examens de fin d'apprentissage. Ça aussi, c'est sous les fiches des cantons, nous organisons ça avec les associations fêtières et avec la commission de procédure de qualification qui valide les examens et puis les met en place dans le futur. La formation professionnelle supérieure, aussi quelque chose en Suisse romande. On a une formation professionnelle supérieure qui est modulaire, qui est très facile d'intégrer les unes aux autres des professions qu'on voudrait mettre ou bien proposer des solutions pour évoluer un petit peu dans leur formation. Deux tâches que nous avons supplémentaires encore à côté. Nous avons un hébergement parce que les cours de l'école professionnelle ainsi que les cours entreprises se déroulent en cours bloc, donc ils viennent là plusieurs journées d'affilée, donc on doit pouvoir loger les gens qui habitent loin ou ceux qui viendraient par exemple du Jura, qui ont peut-être 3 heures de route ou 3 heures de train avant de venir au PACO. On ne peut pas les faire venir hebdomadaires, donc il faut qu'on puisse les loger quelque part. Et là, nous avons un système de logement pour ces gens qui viendraient. Ensuite, nous avons aussi une toute petite partie où nous organisons le secrétariat pour enveloppe des édifices suisses en Suisse romande, où nous nous occupons en fait des membres romans de cette association professionnelle. L'état des lieux à l'heure actuelle, donc on a l'ordonnance qui est rentrée en vigueur depuis le 1er octobre 2023. Ça veut dire que depuis là, les entreprises peuvent faire des demandes d'autorisation de former auprès des cantons. Et ça, il faut absolument le faire. Ça ne veut pas dire qu'une entreprise a déjà une autorisation de former dans une autre profession qu'il n'a plus besoin de redemander pour la profession d'installateur solaire ou de monteur solaire. Il faut absolument demander cette autorisation de former pour pouvoir après valider les contrats. Cette année, enfin en 2024 plutôt, c'est l'année 23 presque déjà passée, l'année 24, ça va commencer officiellement l'apprentissage où les contrats vont pouvoir démarrer. On va démarrer avec une classe de première année en Suisse romande et une classe de troisième année. Nous pensons qu'en troisième année, on va plutôt prendre des gens qui ont un apprentissage complémentaire, ça veut dire qu'ils sont déjà dans une branche qui font du solaire, et puis qui vont pouvoir faire une formation d'installateur solaire en une année. C'est l'idée en fait du champ professionnel, vu qu'on apprend déjà pas mal de choses en commun, de pouvoir aussi dire ok, on a maintenant suffisamment de compétences dans les 2 premières années pour pouvoir dire que la troisième année va suffire à pouvoir passer les examens de fin d'apprentissage en 2025 et puis d'avoir le CFC d'installateur solaire. Donc on part du principe que là, je pense que la branche a besoin de ça, et puis Suisse Solar nous a absolument donné un coup de main à mettre en place cette formation-là. Et c'est une exception dans le système de formation suisse qu'on démarre déjà avec, disons, les deuxièmes années pour les Suisses alémaniques et puis les troisième années pour tout le monde. Normalement, ça commence en première, puis on intègre la deuxième année, puis on intègre la troisième année. Et puis nous, on a décidé cette fois, comme le champ professionnel existe déjà, énormément de thèmes communs, par exemple de la première année, toutes les classes sont mélangées. On peut se permettre de dire, OK, on peut se concentrer sur la deuxième et la troisième année, puis démarrer avec des années séparément. Mais ça vient vraiment aussi, c'est une pression politique qui a été faite pour pouvoir former rapidement des gens qui sont efficaces dans cette branche-là le plus tôt possible. Donc, c'est pour ça qu'à partir de 2025, les premiers CFC seront déjà terminés. Les apprentis que nous estimons pour la Suisse romande, on pense qu'on va avoir 20 apprentis CFC et 10 apprentis AFP, et on imagine peut-être 10 apprentis qui vont faire un apprentissage complémentaire, qui vont commencer l'année en troisième année. On faudra voir si ces chiffres vont suivre. Si on a 20 apprentis de première année, ou bien si en disant qu'on a 30 apprentis de première année, ça veut dire qu'il doit y avoir presque au minimum une trentaine d'entreprises qui ont autorisation de former et qui ont trouvé des jeunes qui veulent faire ça. Alors, il faut que les entreprises se mettent rapidement au diapason avec cette autorisation de former pour justement pouvoir conclure des contrats d'apprentissage. C'est aussi une raison pour laquelle l'ordonnance ne commence pas le 1er janvier 2024, mais elle commence le 1er octobre pour laisser du temps à tout le monde de se préparer, y compris les cantons, puisqu'ils ne savent pas trop non plus quelles sont les demandes qui vont arriver, avec combien de travail ils vont devoir calculer pour donner les autorisations de former. Donc ça, c'est important que les entreprises se mettent à jour avec ça. Et en Suisse alémanique, les apprentis qui sont estimés, on estime entre 8 ans de CFC et 30 AFP, 20 qui vont commencer en deuxième année et 60 qui vont commencer en troisième année. Donc ça, ce sont des chiffres que nous organisons l'école pour ça. Maintenant, s'il y en a plus, on va devoir l'organiser aussi. Et s'il y a moins, ça va de toute façon fonctionner vu que l'école est obligatoire.
Alors, que fait un, un installateur solaire ou un monteur solaire? Donc, en gros, on retrouve ici quelques indications que nous trouvons dans le plan de formation. Donc, en principe, on a cette partie organisation des travaux de l'enveloppe du bâtiment. Celle-là, elle est commune à tout le monde. Donc, les 6 professions apprennent ou voient exactement la même chose. Pour ça, l'idée est de dire on a un tronc commun en première année, et puis toutes les 6 professions sont mélangées, histoire d'apprendre. Le thème, la sécurité au travail, c'est quelque chose pour tout le monde. La connaissance des matériaux ou l'élimination de ceux-ci, c'est aussi quelque chose qui est commun à tout le monde. Le contact avec les clientèles, toutes les choses que l'on apprend en fait en première année. Et l'installateur solaire comme le monteur solaire, ils voient à peu près la même chose en première année. Ce n'est pas un problème si on doit changer une fois qu'il y a peut-être un jeune qui est pas assez bon pour faire un CFC, on peut toujours le faire passer en AFP en cours d'année, le problème ne se pose pas. Ensuite, ça change, où on a après des choses qui sont bien définitives et bien spécifiques à la branche, sur laquelle on va leur apprendre dans les 2 années qui suivent. Donc là, on a différentes choses qui sont la planification, la préparation du montage, le montage et la mise en place des installations photovoltaïques, l'entretien et la réparation, et le démontage de ces installations. Donc ça, c'est des choses que l'on voit. La grande différence qu'on a entre le CFC et l'AFP, c'est que les AFP n'ont pas du tout de planification. On le voit tout de suite, ils passent au montage. Ce sont des gens qui doivent exécuter, ils doivent planifier, on doit leur donner, ils doivent savoir comment ça fonctionne, comment ça se monte, mais ils ne sont pas obligés de lire des plans pour les adapter ou bien tirer des canaux au bon endroit ou ce genre de choses-là. Donc ça, c'est clair, eux, ils n'ont que le montage et que l'entretien qui se fait, et le démontage, évidemment, qui se fait pour eux. Pas du tout de planification. Donc, ça veut dire que le programme scolaire est relativement plus léger que ce qu'on leur demande à des AFP qui doivent réfléchir, planifier, organiser. Voilà un petit peu la différence entre les deux formations. Alors là, le schéma, on voit exactement, je reviendrai tout de suite plus tard avec cet article 14 de pourquoi du comment. Qu'est-ce que va faire en fait l'installateur solaire? Donc, il va poser les panneaux sur la toiture et puis il va brancher, tirer les canaux jusqu'à à l'interrupteur général, éventuellement brancher pas éventuellement, il va brancher les onduleurs, il va brancher aussi les systèmes de recharge ou des batteries qui pourraient être avec, ça sera partie du lot. Et puis ensuite, préparer en fait pour l'électricien puisse faire le raccordement au tableau. Donc ça sera ce travail. C'est pour ça qu'on a besoin que les entreprises aient la partie article 14 pour pouvoir en fait câbler depuis la toiture jusqu'à la cave, on va dire comme ça, pour qu'ils puissent faire l'installation de tous ces appareils qui sont propres à l'installation solaire et puis préparer pour le branchement pour que l'électricien puisse faire le raccordement après au tableau principal de la maison. Donc ça, c'est un petit peu ce que va faire l'installateur et le monteur solaire. Les ordonnances, je les mets en lien, alors vous allez recevoir les informations plus tard, vous pouvez aller les regarder aussi, je ne vais pas vous toutes les expliquer en passant dessous. L'important, c'est l'exigence qui est posée aux formateurs, c'est dans la section 6. Et là, j'ai sorti quelques points qui sont quand même relativement importants. Là-dessus, donc on a déjà parlé, comme quoi il faut une autorisation de former cantonale, dans le canton d'implantation, évidemment. Ça veut dire que si vous avez une entreprise fribourgeoise, vous demandez au canton de Fribourg. Ensuite, l'important pour les entreprises qui n'ont encore jamais eu d'apprenti, il faut faire le cours de formateur à l'entreprise. Ça, c'est une obligation. Sans ce cours, vous n'obtenez pas d'autorisation de former. Donc, impérativement, c'est un cours de 5 jours, de 40 leçons, qui doivent participer. Ils sont organisés dans les cantons. Ça, il faut se renseigner avec le service de la formation professionnelle quand est-ce qu'ils ont lieu. Mais absolument, ça doit être fait pour que l'autorisation soit définitivement donnée. Ensuite, on a une organisation comme les postes de travail ou les outils disponibles. Ça s'appelle ça les instruments pour la garantie. L'association professionnelle, donc Suisse Solar, a édité quelques points que doivent avoir les entreprises pour garantir en fait une certaine qualité de formation ou bien pour garantir que l'entreprise va bel et bien former dans le secteur qui est nécessaire. Donc, il y a 2-3 éléments qui sont donnés. Ces fiches sont aussi téléchargeables depuis notre site polybat.ch. Ou bien alors, ils sont mis à disposition des cantons, ou bien alors des experts qui viendront aussi visiter les entreprises pour qu'ils aient un point fixe de regarder si l'entreprise est apte à fonctionner ou bien pas. Alors, une entreprise qui travaille dans un garage et puis qui n'a pas de WC ni de garde-robe pour que l'apprenti puisse se changer, celles-là non plus vont en principe pas avoir d'autorisation de former. Il faut quand même une infrastructure qui soit présente pour que ça se passe.
Évidemment, aussi, le nerf de la guerre, un petit peu, c'est d'avoir suffisamment d'activités dans le domaine de la formation. C'est-à-dire qu'on peut. Moi, je connais plutôt parce que je viens du monde des couvreurs, donc il faut qu'un couvreur qui veut former un apprenti monteur ou installateur solaire, il y ait suffisamment de travail dans le solaire pour justifier qu'il puisse engager un apprenti. Ça veut dire qu'il doit faire en tout cas plus de 50% de travail pour pouvoir se permettre, disons un chiffre comme ça, de vraiment faire du travail et de vraiment former un apprenti convenablement. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous devez regarder quand vous êtes des entreprises mixtes. Peut-être aussi beaucoup d'électriciens le font. Déjà, ayez suffisamment de travail pour pouvoir former les gens, mais pas former les gens en fait à quelque chose qui raterait, en fait, qui prétériterait la réussite de l'examen de fin d'apprentissage parce que l'entreprise ne fait pas assez d'activité dans le profil de qualification. Évidemment, pour former des CFC, vous avez besoin d'une autorisation à l'article 14 de l'OIBT ou supérieur. Donc, les entreprises qui font de l'électricité en règle générale, ils ont déjà la possibilité, avec les autres articles qui se font foi, avec les articles généraux pour le raccordement électrique, par exemple. Par contre, pour un couvreur qui n'a pas encore d'article 14 OIBT, va devoir s'organiser pour le faire, ou bien alors de trouver une entreprise avec laquelle elle peut participer, et puis que pour cette partie OIBT 14, on mette quelqu'un à disposition pour pouvoir le former correctement. Voilà ces fabuleux articles. Alors ça, c'est l'article 15, mais c'est de l'ordonnance, ça n'a rien à voir avec l'OIBT. Ça, c'est vraiment dans l'ordonnance pour la formation. Donc, les gens qui veulent former ou les entreprises qui veulent former doivent avoir des certificats de fédéral capacité dans l'entreprise et puis doivent avoir au moins travaillé 2 ans dans le domaine de formation. C'est-à-dire qu'ils doivent faire en tout cas depuis plus de 2 ans du solaire pour pouvoir demander une formation, pour pouvoir former des jeunes dans ce domaine-là. Par contre, aussi, si on demande d'avoir des gens qui sont des CFC dans une profession apparentée, alors on est à l'heure actuelle plutôt dans ce cadre B plutôt que dans le cadre A parce qu'on n'a encore pas du tout de CFC installateur solaire. Donc pour l'instant, on est plutôt dans la partie B, c'est-à-dire qu'on a des électriciens, on a des couvreurs qui veulent peut-être former des gens dans le domaine et là, ils ont besoin d'avoir des CFC dans la branche, c'est obligatoire, et 3 ans d'expérience dans le solaire. Et puis à la fin, tous les gens qui ont des formations supérieures, par exemple, dans les branches, y compris des professions apparentées, ont besoin de 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de formation qui est dispensé dans l'entreprise. Donc ça, c'est important de bien lire ces différents arguments qui sont donnés là-dessus. Ensuite, c'est justement ce fabuleux article qui est aussi dans l'ordonnance sur la formation professionnelle, sur la formation initiale. Donc, les entreprises doivent remplir ces critères, c'est-à-dire, en premier lieu, pour former des installateurs solaires CFC, pour former des AFP, vous n'avez pas besoin de l'article 14, puisqu'eux ne font pas du tout de câblage, ils font que de la pose d'installation. Donc, ils pourront peut-être aider à monter les appareils, mais en tout cas pas tirer du câble et faire des raccordements. Alors là, c'est clair que ces entreprises, elles vont devoir, celles qui sont par exemple électriciens, ils ont une autorisation générale d'installer selon l'article 9, ça c'est clair, mais évidemment, ça doit surveiller et diriger la personne en formation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que le formateur qui a l'autorisation d'installer est à côté de l'apprenti lors de son travail. Ça, c'est quelque chose qui doit être fait correctement pour éviter les autres accidents. On ne peut pas laisser un apprenti tout seul tirer des câbles, brancher des câbles et faire ce genre de choses-là. Donc, cette personne est toujours là à côté pour le faire. Alors ça, c'est une solution, la partie A. Ou bien alors, comme peut-être plus de couvreurs qu'ils n'ont pas dans le domaine électricien, ils ont besoin d'une autorisation d'installer limitée au sens de l'article 14 de l'OIBT. Et ça, c'est bien attention, s'il y a des couvreurs qui nous écoutent ce soir, c'est qu'il faut faire une demande pour une installation photovoltaïque. Là-dedans, il y a plusieurs installations sous l'article 14. Il faut vraiment demander la spécifique pour installer ça. Vous ne pouvez pas dire on va faire l'article 14, puis après vous mettez la croix, vous dites ouais, moi on fait des installations pour la sécurité par exemple, qui fonctionne aussi là-dessous avec des alarmes. Eh ben, vous n'aurez pas le droit de former des gens dans le domaine là parce que vous n'avez pas d'autorisation dans la bonne branche. Donc faites attention avec le choix. Il y a plusieurs choses à faire et cette personne aussi va devoir diriger l'exécution des travaux d'installation, c'est-à-dire qu'il va devoir être à côté de l'apprenti, expliquer à l'apprenti comment il doit faire, contrôler que ça se passe tout bien. Donc ça, c'est un petit peu l'idée. Donc ça, c'est vraiment une règle qui est spécifique à cette branche d'installateur solaire où il faut faire attention avec ça. Et ça, c'est des critères, l'obtention pour l'autorisation de former. Donc c'est ou bien on l'a
l'article 14, ou bien alors on a une autorisation générale d'installer, ou bien alors on a l'autorisation de demander un partenariat avec une entreprise qui aurait l'article 14 ou une autorisation générale de l'installer, et puis cette entreprise travaille en partenariat pour cette partie-là. Mais ça, vous devez en fait l'argumenter ou le justifier au plus tard dans le contrat d'apprentissage. Voilà les exigences posées pour les professions apparentées. Donc ça, c'est la liste en fait des entreprises ou des formations qu'on autorise à former des installateurs solaires. Donc on a des couvreurs, des étancheurs, des façadiers, parce que ça fait partie en fait déjà de nos branches chez nous. Les ferblantiers le font aussi. Les installateurs sanitaires le font aussi, les charpentiers le font aussi, puis après on a les deux domaines de l'électricien, donc l'installateur électricien et puis l'électricien de montage qui vont pouvoir former des installateurs solaires. Donc, toutes ces branches, ce sont des branches apparentées, et ça permet d'avoir l'accès, en fait, à l'autorisation de former pour pouvoir former des installateurs solaires. Ça ne veut pas dire que tous ces gens-là, ils ont l'autorisation d'avoir une formation raccourcie ou une formation complémentaire en une année, parce que les compétences ne sont pas forcément les mêmes dans tous les domaines. Ensuite aussi une partie importante, ceux qui forment déjà connaissent déjà cet article, ça c'est standard à toutes les ordonnances. Donc si vous voulez former un apprenti, vous avez besoin d'un formateur occupé à 100%. Ça c'est en règle générale ce qu'il faut retenir à ça. Si vous voulez 2 apprentis, vous devez avoir 2 formateurs qui sont occupés à 100%. Ou bien alors on a 2 formateurs qui sont occupés à 60%. Ça c'est peut-être un petit peu moins le cas dans certaines entreprises. Après, il y a d'autres choses qui viennent aussi se mettre là-dedans. Il faut plutôt les lire. En règle générale, on table plutôt sur l'histoire des formateurs CFC qui sont occupés à 100% pour former une personne. Après, on donne des équivalences, mais ça demande au CFRI de vouloir demander une équivalence de la domaine pour pouvoir après être accepté ou être autorisé comme un CFC puis pouvoir former des apprentis sous le même régime. Voilà le plan de formation. Alors voilà à quoi il ressemble. En tout cas là, pour les monteurs solaires, donc on retrouve en fait que ces 3 parties ici, que je vous ai déjà montré au début. On a l'organisation du travail, et puis là, vous pouvez aller lire. En fait, on va savoir en lisant ici les compétences opérationnelles exactement de qu'est-ce qu'il va faire. Après, c'est clair, c'est encore un petit peu vaste. Il y a encore des autres documents qui vont venir, qui expliquent, qui va aider un petit peu aussi les enseignants à organiser l'enseignement, et puis que ce soit à la fin formé pour que vous soyez utile là-dedans. Donc, en fait, ces objectifs, ils ne sont pas que pour l'école. Hein. Enfin, attention, ces objectifs sont valables pour les 3 lieux, c'est-à-dire l'entreprise formatrice en numéro 1, où le 90% du travail se passe. Il y a aussi pour les cours interentreprises et puis aussi pour l'école professionnelle. Donc ça, c'est un mélange des 3 qui vont donner là-bas dessus. Pour le CFC, la même chose, on retrouve plus ou moins les mêmes objectifs. Apparemment, on retrouve la planification en plus, où on donne différentes choses qui viennent s'ajouter en fait à la pause et puis à l'entretien des installations. Donc un petit peu plus complet de ce côté-là. Là, vous voyez, j'ai pris un exemple du plan de formation, comme vous l'avez aussi, vous pouvez le télécharger sur notre site, il est accessible, vous pouvez aller le lire. Vous trouvez chaque fois l'objectif opérationnel ou la compétence opérationnelle dans son ensemble, qu'est-ce qu'il devra faire. Et puis, on voit tout de suite un objectif évaluateur pour l'entreprise formatrice, pour l'école professionnelle et puis pour les cours interentreprises. Donc là, vous pouvez regarder, OK, je suis une entreprise formatrice, je vais regarder dans cette ligne-là et je vais regarder que je fais bien le travail de contrôler la documentation du mandat et évaluer la mise en œuvre. Ça veut dire que ça, on va donner le travail à l'apprenti. L'apprenti va lire qu'est-ce qu'il devra faire et devra l'interpréter correctement après sur le chantier. C'est ce qui est demandé là-dessus. Ça, vous devez contrôler. Il faut bien se rappeler qu'à l'examen de fin d'apprentissage, ça va être la même chose. Il va recevoir une feuille avec l'exercice qu'il va devoir faire et puis il va devoir l'appliquer. Donc, c'est important qu'il comprenne ce qu'il doit faire et puis qu'il le mette en place, après sur le chantier ou le travail qu'il doit exécuter. On a aussi quelque chose au niveau de l'école professionnelle, et puis on a aussi, en règle générale, on trouve très souvent dans les cours interentreprises, des entreprises formatrices, on trouve très souvent le même objectif, parce que c'est relativement quelque chose de très lié entre les deux. La seule chose qu'on fait, c'est qu'au cours interentreprises, on apprend, on leur montre comment ça doit être fait, et quand on va en entreprise, on doit s'entraîner à le faire.
Donc ça, c'est un petit peu l'idée de l'organisation. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez aller regarder. Les entreprises formatrices sont en règle générale à s'occuper dans la première colonne. On rentre dans le vif du sujet, vu que c'est quand même l'école professionnelle, savoir comment nous nous organisons au PACO. Donc, les cours théoriques de l'école professionnelle ne sont pas un jour par semaine, comme on a certainement l'habitude dans beaucoup de professions qui sont organisées en Suisse, mais nous avons un cours de 8 fois une semaine. Donc, nous faisons les 40 semaines d'école à plein temps. Donc, ils vont venir, enfin, les 40 jours d'école à plein temps, ils vont venir 8 fois une semaine au cours. Ça, c'est pour nous, les francophones. Les Suisses alémaniques, ils ont 2 fois 4 semaines avec un intervalle un petit peu plus grand entre deux. C'est-à-dire qu'il va venir une semaine au moins, enfin, une fois par mois, à peu près, ils sont une semaine à l'école. On est un petit peu plus, avec ce système, on est un petit peu plus réactif par rapport aux devoirs, par rapport au laps de temps qu'il y a entre l'école. Quand vous allez à l'école toutes les 5 semaines, vous allez à l'école toutes les 12 semaines, il y a un petit peu un travail qui est à la maison qui se fait un petit peu différemment. Et là, on arrive bien en fait à les maintenir. Il faut aussi se rappeler que les gens qui font ce genre de travail, ou les jeunes qui font ce genre de travail, ils aiment bien en règle générale être dehors, ils n'aiment pas être assis sur une chaise. Et nous avons remarqué, vu que nous avons aussi en Suisse romande fait les 4 fois 2 semaines, enfin 2 semaines de cours l'une après l'autre, au bout d'un moment, l'apprenti se fatigue et le mercredi de la deuxième semaine, jusqu'au vendredi, on n'en fait plus grand-chose malheureusement. Et là, on a remarqué qu'avec une semaine, c'est plus intensif, on peut faire des travaux de projet avec eux, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Et puis surtout, ils sont plus actifs. Parce qu'ils savent qu'ils sont une semaine, ils sont là, puis après, tac, ils vont en entreprise pendant 5 semaines, peut-être apprendre ce qu'ils ont pris ou bien digérer la matière. Et puis quand ils reviennent la semaine suivante, 5 semaines plus tard, eh ben, on peut faire l'examen, on peut répéter si c'est nécessaire et puis passer au thème suivant. Donc ça, c'est vraiment un bon système de ces 8 fois une semaine. Hein. On est obligé de le faire parce qu'on a une école intercantonale, parce que les gens viennent de loin, et puis que c'est plus pratique. On a aussi toute cette partie sociale qui va avec. Donc, ils sont sur place, même beaucoup des jeunes qui habitent près, ils préfèrent aussi dormir sur place parce qu'on a toute cette partie d'interaction. Le soir, ils peuvent aller jouer au foot entre eux, ils peuvent aller boire un verre entre eux s'ils veulent. On a vraiment ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. À la fin, quand ils travaillent sur le chantier, ils travaillent en équipe. Donc ça, ils doivent aussi apprendre à le faire et ils apprennent à le faire sur place. Donc voilà pour l'école professionnelle. Ensuite, plus précisément, dans les leçons, comment ça se passe? On a, en règle générale, ils ont la culture générale qu'ils doivent faire aussi. La culture générale est prioritaire sur les premières et deuxièmes années. C'est-à-dire qu'on a augmenté le nombre de leçons de culture générale la première et deuxième année et diminué un petit peu le nombre de leçons de branches spécialisées là-dedans parce que les thèmes sont communs. C'est pour ça qu'on a la chance de pouvoir organiser une troisième année avec un apprentissage complémentaire. Et puis, parce que la troisième année, en fait, est vraiment spécifiquement à la branche. Et puis, on a 4 jours sur 5, par exemple, vraiment de connaissances professionnelles, d'enseignement de la connaissance professionnelle. Donc là, on arrive à rattraper une bonne partie du retard et pouvoir intégrer des gens directement en troisième année qui viennent d'une branche, qui viennent par exemple du couvreur, qui ont appris la pose, mais qui n'ont pas toute cette partie technique ou cette partie électricité qu'ils doivent encore apprendre. Et puis, vu qu'on organise 90% de la partie professionnelle pendant la troisième année, ben là, ils ont le temps d'approfondir et puis d'acquérir la matière qui leur est donnée. Ça influence un petit peu sur ce qui est écrit là en bas, entre une année et demie. Alors effectivement, on a une année et demie de compétences interprofessionnelles, ça veut dire qu'on est tous ensemble. Mais en fait, dans la pratique, on le voit un petit peu en bas dans l'organisation, les premières années sont de toute façon tous mélangées, ce n'est pas un programme. Le programme est pour tout le monde la même chose. On va devoir rajouter à ce qui existe un petit peu à l'heure actuelle ou bien intégrer les installateurs solaires à cette branche. Et par contre, ben on a en deuxième et troisième année, ils seront dans leur branche, dans spécifique, avec un enseignant qui est spécifique à la branche, malgré la petite demi-année qu'on a là en interprofessionnel. Ça, ce sont le premier semestre de la deuxième année où il y a des thèmes comme la durabilité, par exemple, ou bien les énergies vertes, ou bien le renouvellement de ce genre de choses. Là, ce sera des thèmes qui sont un petit peu communs à toutes les professions, mais un petit peu orientés dans leur partie spécifique. Et puis ensuite, eh ben, il y aura la dernière année, les 2 dernières années qui seront spécifiques à la branche, où là, il y a un prof spécifique qui va pouvoir enseigner vraiment la profession d'installateur solaire. À l'école, nous avons l'habitude depuis maintenant 5 ans de faire un examen standardisé à la fin de chaque semestre. Et puis ça donne un petit peu le niveau de l'examen de fin d'apprentissage.
Si les participants, si les apprentis ne réussissent pas ces tests standardisés, c'est à voir qu'est-ce qu'il y a à faire pour les entreprises ou bien éventuellement aussi pour nous, l'école, de faire des propositions, de répéter l'année, de donner des cours d'appui ou ce genre de choses-là, parce qu'en règle générale, si ça passe déjà pas aux examens standardisés, ça passera pas à l'examen de fin d'apprentissage. Donc là, on a déjà un contrôle intermédiaire de savoir le niveau des apprentis qui seront là-dedans. Voilà un petit peu comment ça se présente l'école professionnelle, la répartition des leçons. Donc en première année, on a 160 leçons de branches spécialisées qui traitent l'organisation des travaux. Ensuite, la partie tronc commun qui viennent, les 60 leçons qui sont là aussi, planification de la préparation du montage, et puis le montage installation photovoltaïque de 100 leçons qui sont là-dedans. Donc ça, c'est des branches déjà qui sont spécifiques à la branche. Et puis on a l'entretien et la réparation, 60 leçons, ainsi que le montage en troisième année, où on a, voilà aussi, il y a une grosse partie qui est donnée. C'est pour ça que c'est plus facile d'intégrer des gens en troisième année qui viendraient d'une autre branche, qui ont quand même de l'expérience du chantier, c'est ce qu'on aimerait avoir, l'expérience de la pose, qui amène quand même quelque chose avec, et puis qui accède là au même niveau. Pour les AFP, à peu près la même chose, le système de la première année est le même, donc 160 leçons la première année, et puis 240 leçons où on retrouve un petit peu mélangé le thème C et le thème D, avec le montage et l'entretien dans lequel ils doivent apprendre. Il est fort probable, ça dépendra du nombre d'apprentis AFP que nous allons avoir en Suisse romande. C'est possible qu'en deuxième année, ils rejoignent les CFC avec des examens qui seront certainement adaptés à leur niveau, mais comme ça, on peut garantir qu'ils auront au moins la formation spécifique à la branche et puis pas avoir un enseignant de tronc commun qui va devoir apprendre quelque chose et puis surtout qui ne vient pas de la branche. Donc ça, c'est quelque chose qu'à l'école ou l'organisation de l'école, on se réfléchit. Au lieu d'avoir 6 enseignants pour 6 AFP, on va dire, parce que c'est ce qui est à l'heure actuelle un petit peu le cas. Cette année, il y a un seul AFP en couverture qui a commencé en première année. Donc, on va peut-être l'intégrer dans les classes de deuxième année CFC, et puis il suivra la branche, la même chose, il y aura des examens qui seront adaptés par rapport à son niveau jusque-là. Mais ça, c'est quelque chose que nous avons fait auparavant, et puis ça marche très bien aussi dans le futur. Voilà à quoi ça ressemble une année, enfin un bloc chez nous. Donc, on voit les parties en mauve qui sont la culture générale, on voit aussi les parties en mauve qui sont en jaune, qui sont les branches spécialisées, y compris le sport, évidemment, c'est une chose obligatoire. Alors là, on l'a adapté par rapport au plan de formation. Et puis ça, c'est un programme qu'on a dans les premières et deuxième années. Et tout d'un coup, quand on va en troisième année, on s'aperçoit tout de suite que la semaine est beaucoup plus jaune, donc elle est beaucoup plus orientée branche spécialisée que culture générale, mais ils doivent quand même faire la culture générale pour terminer aussi, pour avoir l'obtention du CFC. Puis là, on voit qu'on a beaucoup de matières qui se rejoignent là-dedans. Voilà, l'autre partie pour la formation, c'est les cours interentreprises qui sont aussi organisés au PACO. Nous avons des ateliers exprès pour ça. On essaye encore de mettre en place, c'est encore pas tout à fait définitif. On a encore du programme à faire. On a discuté un petit peu du pourtour de ces cours interentreprises, mais pas forcément en fait du contenu encore vraiment exact de qu'est-ce qu'on va fournir. Donc normalement, on a la place nécessaire au PACO pour pouvoir organiser ces cours interentreprises dans toutes les branches, y compris la partie électrique, dans lequel nous sommes en discussion avec 2-3 partenaires pour le moment, où Polybat est en discussion avec 2-3 partenaires pour essayer de donner un coup de main à l'organisation de ces cours pratiques. Donc là, on retrouve aussi la partie interprofessionnelle. On a 9 jours. C'est-à-dire que dans ces 9 jours, on va faire des thèmes qui sont communs à tout le monde, y compris d'aller voir ce que les autres branches font. Ça veut dire qu'on aura un installateur solaire qui va aller un jour monter des stores, parce que ça fait partie des connaissances. Il va peut-être aussi aller, il va aller faire des branches de la façade, il va aller faire la couverture et il va aller faire du toit plat exactement. L'idée dans ces cours interprofessionnels, c'est que les apprentis de chaque branche reconnaissent un petit peu la difficulté pour qu'on puisse respecter le travail de l'autre. Surtout ça qui est important. Parce que si vous allez poser une installation solaire sur un toit plat, et puis vous vous êtes rendu compte de la difficulté qu'on a à exécuter un toit plat, et puis qu'est-ce qu'il faut faire attention sur un toit plat, la meilleure façon, c'est de leur montrer comment ça se fait. Et puis là, je pense qu'on essaye déjà depuis longtemps de montrer un petit peu la problématique des gens qui ne connaissent pas la branche, et puis de pouvoir un petit peu garantir aussi à la fin un travail bien fait à toutes les branches, et puis pas que parce que l'installateur solaire vient en dernier, il perce des trous partout dans l'étanchéité, et puis après le toit il coule, puis c'est toujours le problème, c'est le problème de l'étancheur, et c'est plus le problème de l'installateur solaire. Donc ça, c'est un problème qu'on a à l'heure actuelle, puis on essaie de les motiver en fait à respecter le travail de l'autre de ce côté-là, vu qu'ils vont voir cette branche. Donc c'est pas un mal de ce côté-là, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Les cours qui sont spécifiques à la branche, alors on en a beaucoup en deuxième année, effectivement. Donc on a 5 jours en première, 18 en deuxième et 8 en troisième année.
Pour les AFP, 5 et 8 jours en deuxième année, après il n'y en a plus. Donc là, c'est vrai qu'on a pas mal de cours qui sont orientés, où on doit encore planifier le contenu exactement qui sont là-dedans. Le nombre de cours que nous avons organisés, donc ça veut dire pour la première année, il y a 3 cours pratiques, donc il faudra calculer qu'il y a 3 semaines qui va manquer. En deuxième année, il y a 4 cours pratiques, ça fait des 4 semaines qui va manquer à peu près, parce qu'il y a des cours de 4 jours aussi. Et puis à la fin, il y a un cours. En fait, il y a un cours de 8 jours, ça paraît bizarre, mais on a mis ça sur plusieurs semaines. Donc il y aura une semaine complète plus 3 jours où l'apprenti va devoir venir au cours spécifique à la branche. Et là, vous avez la même chose pour les AFP, un petit peu moins lourd, mais qui reste quand même un peu avec ça. L'avantage dans ces cours interentreprises, c'est qu'on a intégré des cours qui sont validés avec des certificats. Le cours EPIAC, c'est quelque chose que nous faisons déjà avant. Donc, les entreprises n'avaient pas besoin d'annoncer. Un apprenti de première année, pour le cours EPIAC, il le fait automatiquement dans un cours interentreprise de première année. Le cours et langage des charges, par exemple, c'est la même chose. Ça fait partie du programme. On le fait ça directement au cours interentreprise. Donc, pas besoin d'organiser exprès pour lui dans l'entreprise. La plateforme de levage, c'est aussi quelque chose qui se fait en première année. Un jour de cours donné, donc c'est tout ce qui est nacelle et autres. Et là, ils vont aller le faire aussi. Et en deuxième année, on a aussi nouveau le permis cariste. Donc, en principe, tous les apprentis qui ont terminé les 3 ans d'apprentissage d'installateur solaire auront déjà le certificat EPIAC, auront le certificat des langages des charges, auront la possibilité de piloter des nacelles et auront la possibilité de piloter un élévateur dans les entreprises pour recharger ou décharger du matériel. Donc, ces cours sont déjà prévus officiellement dans la formation, pas besoin de faire ça à côté, c'est quelque chose qu'on fait ça pour les branches. On ne serait pas si après que ces cours, ce sera des meilleurs installateurs solaires, mais en tout cas, ils y sont dedans. Procédure de qualification, donc ça, ce sont les examens de fin d'apprentissage. Elle a une durée de 12 heures pour les deux parties, donc le CFC et l'AFP. Donc pendant 10 heures, on leur donnera un travail à faire qui est relatif au plan de formation. Donc on a 50% de pondération pour les travaux pratiques, donc c'est relativement haut. On veut des gens qui pratiquent la branche, on ne veut pas des théoriciens, on veut faire des gens qui sont au courant. Cette note est éliminatoire. Vous ratez la pratique, vous ratez l'examen de fin d'apprentissage. Ça c'est clair, même si la note globale est de 4. La deuxième partie, on a un examen écrit de connaissances professionnelles qui dure 2h30. Il a été légèrement réduit par rapport à ce qu'on a à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on a 3 heures d'examen, 2 fois 45 minutes et 1 fois 90 minutes. Et là, on a décidé de faire 1 fois 90 minutes. Ces 90 minutes vont être prises sur la planification du travail. Ça veut dire qu'on va leur demander, selon des plans, de sortir des matériaux, de faire des calculs de surface, de donner des détails techniques, par exemple, de comment ça va être construit, de comment ça doit être fixé, comment ça doit être ancré. C'est des choses qu'on leur demande. Plus 1 fois 60 minutes sur la technique de montage, qui seront surtout sur l'entretien, par exemple, parce que l'entretien, le démontage, c'est quelque chose qu'on ne fait pas à la pratique. Donc, en fait, cette partie écrite compense ce qu'on n'arrive pas à faire en travaux pratiques, mais d'une manière théorique. Ensuite, la culture générale, ça c'est obligatoire pour tout le monde, à la durée de 3 heures, elle équivaut à 20%. La note d'expérience de 15%, ça ce sont en fait les moyennes semestrielles des 6 semestres que vont faire les apprentis qui ont aussi une influence à l'examen de fin d'apprentissage. On retrouve aussi pour les AFP un petit peu différents, mis à part la pratique qui compte à 60%, qui a aussi une durée de 12 heures, aussi éliminatoire, parce qu'on veut des gens qui savent le faire. Par contre, les AFP n'ont pas d'examen écrit. C'est quelque chose qui a été annulé cette année. C'est pour ça qu'on peut se permettre en deuxième année de les intégrer dans des classes de CFC. Beaucoup plus simple, ils n'ont pas d'examen écrit, ils suivent le programme, et puis s'ils doivent continuer pour faire après l'AFP, ils veulent faire le CFC, ben on recommence une fois le programme avec évidemment ce qui est demandé en AFP, puis les examens qui vont avec et ce genre de choses-là. Donc ça va être aussi intéressant de voir comment ça va se développer. La culture générale, ils en ont aussi. Ils n'ont pas d'examen écrit. Par contre, ils ont un petit examen qui compte à 20%, qui doit faire un travail d'approfondissement sur un thème qu'ils ont choisi. Ça fait partie aussi du tout. Et puis, la note d'expérience, 20%, c'est-à-dire aussi la moyenne des 4 semestres qu'ils ont à l'école professionnelle. Donc, tout ce qu'ils font a une influence. La seule chose qu'on n'influence pas, c'est les cours interentreprises. Dans les cours interentreprises, il n'y a pas de notes. À l'heure actuelle, cours entreprise, on donne seulement un peu une idée de comment travaille l'apprenti au formateur. Donc, elle est évaluée de A à D. Il n'y a pas de note qui est donnée. Par contre, l'instructeur
fait un retour aussi écrit sur les compétences de l'apprenti pendant les cours inter-entreprises, ou bien s'il doit approfondir quelque chose qui n'a pas été compris, ou s'il doit faire un petit peu travailler la technique ou la technique de travail. Donc ça fait ce retour directement. Là, les cours inter-entreprises n'ont aucune influence dans l'examen de fin d'apprentissage proprement dit. On met des documents à disposition pour la formation. Donc, la formation, l'école professionnelle, en mettant des plans d'études qui vont être en ligne, donc ça, vous pouvez aller regarder, ça définit exactement le nombre de leçons qui sont investies dans tel ou tel thème d'apprentissage. Dans les cours inter-entreprises, on met aussi sur pied un programme de formation pour les cours inter-entreprises. Ça va bientôt, c'est en cours de route à l'heure actuelle, ça va être mis sur pied. Et puis peut-être pour vous aussi, le plus important, c'est cette partie des entreprises formatrices, c'est le programme de formation pour les entreprises formatrices. On a fait un petit peu comme un plan de formation que nous avons vulgarisé avec des objectifs. Et puis à la fin, c'est comme une checklist. L'entreprise peut checker, OK, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, marquer la date de quand est-ce qu'il y a eu une instruction, de marquer la date quand est-ce qu'il y a eu un contrôle, de marquer la date aussi si ça a été acquis ou pas acquis. Comme ça permet aussi de suivre l'apprenti plus facilement. Et si l'entreprise formatrice remplit tout le plan de formation ou bien tout ce programme de formation pour les entreprises, eh ben, l'apprenti va réussir les examens haut la main en règle générale. Évidemment, il y a un dossier de formation qui est distribué, ou bien un carnet de travail, ou bien un portfolio d'apprentissage. Certains, ils ont appelé ça un petit peu différemment. Officiellement, c'est le dossier de formation qui est distribué. Puis ça aussi, c'est important, c'est relié à l'entreprise formatrice qui doit contrôler que ce document soit fait. C'est le seul document qu'ils ont le droit aux examens de fin d'apprentissage. En pratique, ils n'ont pas le droit au manuel. S'ils ont le droit à des modes d'emploi ou quelque chose comme ça, c'est l'examen qui met à disposition, ce n'est pas eux qui viennent avec leur système. Ça, ils seront demandés de faire des choses qui seront bien précises de ce côté-là. Aux travaux pratiques, non, aux travaux théoriques, il n'y a aucun livre qui est autorisé. Ils ont seul droit leur livre de formules pour faire des calculs de surface si c'est nécessaire, ou bien des calculs qui sont spécifiques, mais par contre, ils n'ont pas le droit au manuel professionnel ni au dossier de formation pour l'examen écrit. Ils ont juste le droit d'avoir leur tête qui est là. Voilà pour les examens de fin d'apprentissage, comment ils sont organisés. Donc, on voit un petit peu dans la structure, on retrouve en fait ces 4 domaines de compétences qu'on a, enfin, les 4 domaines de compétences, on les a ici. On voit par exemple pour la partie pratique, on retrouve le domaine compétence C, donc c'est vraiment le plus important, c'est le montage, où il y a 80% de la note qui est donnée. Et puis on aura sur cette partie compétences A et B, c'est-à-dire la planification, la sécurité au travail, ce genre de choses-là, elle comptera pour 20% dans la note. Donc là, c'est important, on n'a pas forcément le complet, donc on ne peut pas tout faire, mais on voit déjà qu'il y a une bonne partie qui est donnée là-dedans. On a tout ce point D, par exemple, qu'on n'a pas du tout en pratique, mais qu'on va profiter de faire dans la partie théorique, où on va intégrer ça dans ces 60 minutes d'examen, dans ce 40%, et puis des 60% où on aura de nouveau la sécurité au travail, la planification, la lecture de plans et ce genre de choses-là qui vont venir se mettre là-dedans. La même chose pour les AFP, ça ressemble un petit peu différemment, comme on n'a pas d'écrit ou quoi que ce soit, ils n'ont que la pratique qui est donnée, donc 80% des compétences dans le montage et 20% dans les compétences de connaissances générales en fait du travail, c'est-à-dire la sécurité au travail et puis ce genre de choses qui viendraient se mettre là-dedans. Un petit peu l'organisation sur la place de chantier, c'est histoire de savoir s'ils sont OK ou pas. Voilà, qu'est-ce qui se passe après la formation? Donc, quand on est installateur solaire, on a la possibilité, ou bien monteur solaire, on a la possibilité de faire la passerelle au CFC, donc on rajoute 2 ans complémentaires. On a fait 2 ans d'installateur solaire, on fait 2 ans supplémentaires, c'est-à-dire qu'on commence en deuxième année installateur solaire pour aller en 3e année et puis faire le CFC d'installateur solaire. Ensuite, quand on est installateur solaire, on a des apprentissages complémentaires. Ça veut dire qu'on peut changer de voie si c'est nécessaire, ou bien on peut élargir en tout cas les connaissances dans le champ professionnel. On a un accès à la formation de solarter. On peut aller faire le brevet fédéral de chef de projet en montage solaire. Donc, ce brevet existe déjà, il n'y a pas besoin de l'inventer. On a déjà la possibilité de former des brevets fédéraux et puis après aussi accéder à la maîtrise fédérale enveloppe du bâtiment. On a la possibilité d'être des techniciens, maître en enveloppe des édifices, je l'ai aussi dit tout à l'heure. Les maturités professionnelles, par contre, ne sont pas chez nous. Ça, il faut s'organiser avec les cantons pour la faire. Si quelqu'un aimerait la faire en cours de route, ou bien la possibilité de la faire après la formation. Et puis évidemment, quand ils ont l'installateur solaire, ils sont prêts à passer l'examen, l'OIBT 14, juste s'inscrire pour l'examen et puis pouvoir réussir l'examen, et ils ont l'examen qui vont avec. Donc le cours préparatoire se fait en fait pendant l'apprentissage
d'où l'utilisation d'un formateur qui est déjà l'article 14 de l'OIBT. Voilà, j'arrive à la fin. Et évidemment, pour que ça fonctionne, j'ai besoin de gens de la branche, j'ai besoin de spécialistes. On a besoin, le centre de formation a besoin d'enseignants pour l'école professionnelle. À l'heure actuelle, il y en a déjà quelques-uns qui sont enseignés. Si vous êtes aussi intéressé de vouloir enseigner la branche, eh ben, il faut s'annoncer chez nous. En règle générale, la première année, c'est déjà réglé. On a des gens qui font ça pour les 3 branches. C'est des enseignants qui sont professionnels chez nous. Mais par contre, pour tout ce qui est spécifique, on a besoin, qu'on appelle ça un petit peu de milice, des gens qui viennent des entreprises, qui viennent quelques jours par année ou bien quelques pourcentages former les apprentis ou à l'école professionnelle ou au cours interentreprise. Par exemple, on a aussi besoin d'instructeurs pour ça. On n'a pas de spécialistes pour ça. On ne peut pas engager quelqu'un à 100%. Il n'y a pas assez de cours pour faire ça. Par contre, pour nous, c'est souvent quelque chose de très intéressant en disant qu'on mélange un petit peu avec les cours interentreprise, les connaissances des entreprises avec l'école. Ça permet de tout le monde reste un petit peu à jour pour que ça fonctionne aussi bien le système. Et évidemment, à la fin, ben, on cherche des experts à la procédure de qualification. Donc ça, c'est entre 2 et 4 jours. Ça dépend aussi le nombre d'apprentis, le nombre de sessions qu'on doit organiser. En règle générale, on verra comment ils sont organisés effectivement les examens. En général, on en a besoin entre 2 et 4 experts pour la procédure de qualification. Et en règle générale, j'aime bien aller chercher. Je suis le chef expert pour les procédures de qualification. Donc, j'ai quand même un petit peu le mot à dire qui sait où, quand, quoi, comment on va venir. Et puis, j'aime bien chercher des instructeurs CIE parce que, de nouveau, ça fait le lien entre les instructeurs qui sont dans les entreprises, qui ont les connaissances pratiques de ce qui se fait à l'heure actuelle ou des techniques de travail qui sont actuelles, qui viennent enseigner au cours interentreprise et puis qui sont aussi les experts. De certaine manière, comme ça, on a fait un petit peu une rocade entre les trois lieux. Et puis, ça permet de voir justement si un expert qui forme aussi des instructeurs voit comment les examens se passent, il peut corriger sa formation en tant qu'instructeur CIE pour pouvoir après aider les apprentis pour que ça se passe bien à l'examen de fin d'apprentissage. Donc, ça aide un petit peu de ce côté-là à fonctionner. Certains n'aiment pas ce système. Nous, on le préconise chez nous. On a beaucoup déjà d'instructeurs dans les autres branches qui font aussi les deux choses et ça ne pose pas un problème à l'heure actuelle. Donc, les examens sont les examens, les instructeurs font les instructeurs et ça permet par contre de faire le lien avec le tout, surtout avec la branche pour reprendre ces informations pour former les apprentis futurs. Voilà, je suis ouvert aux questions jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Sébastien. Merci pour les super explications. Et puis, je pense qu'on est tous beaucoup plus avancés au courant de la formation. Comme il l'a dit, voilà, on vous invite à un petit temps de questions. Vous pouvez les écrire dans le chat. Vous pouvez aussi allumer votre micro. Je ne vois pas encore de questions. Ah, moi, j'ai une petite question. Bonjour. Vous avez dit qu'il fallait une personne à 100% pour suivre un apprenti ou bien 2 personnes à 60%. J'imagine que ça prend pas bien plus que 10% de son temps de suivre un apprenti. Je ne me rends peut-être pas compte. Mais qu'est-ce qu'il en serait, par exemple, de quelqu'un qui travaille à 80 ou 90%? Est-ce qu'il n'a pas le droit d'avoir un apprenti? Alors, je pense, il faut poser la question au canton. Les cantons sont responsables de donner ça et puis de savoir que ça, c'est l'ordonnance qui dit au minimum, il faut 2 personnes à 60% pour pouvoir former. Alors, peut-être c'est possible qu'ils vont dire, eh ben, ça sera 2 personnes à 80% pour pouvoir former un apprenti. Hmm. Ça, c'est une bonne question de ce côté-là. Je ne sais pas du tout comment les cantons traitent ce genre de choses. Mais en règle générale, c'est un CFC dans l'entreprise peut former un apprenti. D'accord. Donc, dans une entreprise où il y a quelques personnes, par exemple 80%, comme c'est quand même souvent le cas, ça Mhm. élimine quand même beaucoup de monde, ou alors ça veut dire doubler le nombre de formateurs. Alors, je ne sais pas jusqu'à Ouais. combien ils descendent en fait pour Mhm. accepter. Est-ce que le 80% est encore tolérable pour la formation? C'est possible. Mais ça, c'est les cantons qui décident, en fait, qui appliquent la loi. Ça, c'est pas nous qui avons décidé, c'est une loi qui est globale pour toutes les entreprises, enfin pour toutes les formations. Et puis ça, alors, je suis un peu, peut-être certains cantons vont être plus souples que d'autres, c'est la possibilité. Ça dépendra de comment ça se passe. Je ne peux pas vous dire. Merci. Mais je vais me renseigner aussi. C'est une bonne question. Merci. Parfait, merci beaucoup. On a le temps encore pour 2 questions, je pense. Oui, bonjour Olivier Join. Salut Olivier. Euh, je me suis inscrit pour la formation au canton. Première réponse,
Pas assez de place. Deuxième réponse, 800 inscriptions pour 400 places disponibles. Est-ce que Sébastien pourrait me répondre sur Fribourg, comment ça se passe? Non, ben, c'est pas mon Tu fais domaine. comment? Ouais, bien sûr. Tu fais comment? Tu sais, tu dis en fait, pour le formateur en entreprise, toi, tu aimerais faire Les le 5 jours cours. de cours. Ouais, ouais, tu aimerais faire le cours, mais Ouais, malheureusement, tu peux pas prendre parce que les cours sont pleins. ouais. Ils me répondent 800 demandes pour 400 places disponibles. D'accord. Alors, à mon avis, je pense, si toi tu veux former des apprentis dans le domaine, il faut absolument que tu fasses ta demande pour être inscrit au cours et certainement qu'ils vont te donner une autorisation provisoire le temps que tu t'inscrives. Ça, c'est un peu la politique qu'ils ont à l'heure actuelle. Et c'est de toute façon le canton qui délivre l'autorisation de prendre un apprenti. C'est pas Polybat. Non, ça, c'est le canton. Donc, normalement, si tu es inscrit au cours, en général, ils t'en donnent une, à ce que j'ai entendu dire. Oui, ce serait bien. Ouais, Non, mais c'est beau de mettre tout en place, puis qu'on se bute sur un truc de 5 jours de formation, que c'est le canton qui doit organiser ça, puis qu'ils n'ont pas assez de place disponible. ça, c'est l'autre problème, ouais. Ça, Non, je veux mais bien croire. c'est quand même terrible. Bon, Ah, moi, je effectivement. suis nouveau là pour gueuler, mais Bon, je pense. Moi, je pense qu'il y a énormément de formations supérieures déjà où ce cours de formateur est déjà compris en fait dans les formations. On voit chez nous les conducteurs de travaux qui font la formation pour obtenir le brevet fédéral de conducteur de travaux, ils doivent participer à ce cours pour pouvoir venir s'inscrire à l'examen final. Ça, c'est clair. Alors peut-être il y a déjà ailleurs aussi dans d'autres branches, dans peut-être les électriciens, c'est aussi déjà compris, je ne sais pas du tout, mais je pense qu'il y a la majorité des gens qui ont déjà une entreprise ou qui ont déjà des apprentis, ils n'ont pas besoin de refaire le cours parce qu'ils l'ont déjà. Mais effectivement, il y a une demande qui est très très forte à l'heure actuelle, mais pas à cause d'installateurs solaires, hein. En règle générale, il y a énormément de gens qui vont faire. Et je pense qu'il y a des possibilités en fait de dire, OK, vous êtes inscrit au cours, vous avez la possibilité d'avoir une autorisation de former provisoire, juste que le cours soit exécuté. J'en parlerai merci, à monsieur au canton de Fribourg. merci. Merci, merci Olivier, merci Sébastien. Je vais prendre une question dans le chat et puis sinon je crois que je sais plus, j'ai l'impression que Laetitia avait son micro ouvert. En tout cas après on peut revenir vers vous. La question de Corentin Berti. Pour être formateur d'apprentis, nous devons demander au canton une autorisation de former un apprenti, plus s'inscrire auprès de Suisse Solar. Non, alors la première, oui. Pour être formateur d'apprenti, il faut demander au canton une autorisation, mais il n'y a pas besoin de s'inscrire auprès de Suisse Solar. L'inscription dont je vous ai parlé au début, c'est une inscription volontaire pour que votre entreprise figure dans notre liste, pour que les jeunes qui chercheraient une entreprise vous trouvent facilement. Mais il n'y a pas d'obligation, à part ça, de s'inscrire ni auprès de Polybat, ni auprès de Suisse Solar. Ce qu'il vous faut, c'est l'autorisation de votre canton pour, euh, pour être formateur. Si j'ose compléter ce que tu viens de dire, Yannick, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être membre d'une association professionnelle pour former des apprentis. C'est peut-être ça Ah, l'idée. bonne, bon, La seule chose qui change, c'est quand on facture les cours interentreprises, quand on est membre d'une association, ça coûte un petit peu moins cher. Et puis si on est, ou bien alors qu'on est dans le canton de Vaud, Valais, Genève, ou bien Neuchâtel par exemple, il y a un fonds de formation cantonal qui subventionne le tout. Et puis là, vous avez en fait que les factures de l'hôtel, mais pas du tout les factures des cours interentreprises. merci du complément. Est-ce qu'il y avait encore une question? Peut-être, oui, j'avais une petite question. Bonjour. Est-ce Alors, qu'on a déjà des salaires conseillés pour les premières années, deuxième année, troisième année pour le contrat d'apprentissage? Alors, Yannick l'a montré tout à l'heure sur un slide. Je l'ai vu passer en tout cas. moi, Ah, j'ai pardon. pas réalisé qu'il y avait ça sur un slide, mais si mes collègues de Zurich veulent intervenir, c'est volontiers. J'ai vu passer 900, 1000 francs et puis 1200, 1300, quelque chose comme ça, je crois. Ah oui, oui, je vois. Alors, Oui, très bien. Ouais, exactement. Je vais oui. partager ça. Alors, est-ce que vous voyez mes slides? Non. Ah, Alors, attends, il faut que je revienne plus loin. Tac, ah, ça a bloqué. Voilà, voilà.
Désolé, il a bugué. Non. Peut-être. C'était juste avant. Attends, non, je vais le trouver. Vas-y, Andrea, si tu veux parler, il est là. Oui, juste un moment. Alors, Et voilà. il n'y a pas, pas encore de salaires officiels, mais des salaires que nous recommandons. Alors, nous recommandons un salaire de 900 francs par mois dans la première année et 1100 francs dans la deuxième et 1300 dans la troisième, mais ça, c'est seulement notre recommandation. C'est pas officiel et obligatoire. Mhm. C'est ce que nous avons aussi dans les autres branches du champ professionnel. C'est-à-dire les couvreurs, ils ont plus ou moins la même chose. Donc, c'est pour harmoniser un petit peu le tout. Ouais. Vu que les apprentis ne sont pas réglés dans des conventions collectives de travail. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Je vous propose que l'on continue pour ne pas perdre trop de temps et puis il y aura encore du temps pour les questions à la fin. On voulait pour la suite vous donner un petit partage d'expérience. Comme on l'a dit, voilà, ça peut être nouveau pour beaucoup de personnes. Et surtout, ben, avoir un jeune, c'est pas anodin. C'est pas un employé classique comme les autres. Ça demande aussi que toute l'entreprise soit motivée. Et quand je dis toute l'entreprise, je veux dire par là que ça demande à ce que la direction soit intéressée, soit motivée, et également au niveau de l'équipe des monteurs qui vont suivre le jeune tout au long de la journée. Je donne donc la parole en premier lieu, voilà, à Eduardo Cometti pour vous faire un petit partage d'expérience sur, en particulier, le stage d'orientation, puisqu'on ne peut pas encore faire de partage d'expérience sur un apprenti en CFC solaire, mais sur le stage d'orientation. Et puis, en fait, je peux arrêter mon partage comme ça. Je pense qu'Eduardo, tu avais la caméra. Je te donne la parole et comme ça, les gens peuvent te voir. Merci Yannick. Bonjour à tous. Merci de nous avoir convoqués ici pour cette séance. C'est très intéressant. Je fais une petite présentation d'environ 20 secondes sur l'entreprise, comme ça tout le monde peut reconnaître. Amoudou SA, c'est une entreprise familiale d'électricité fondée en 1934. Qui est familiale parce que c'est à la 4e génération de la même famille Amoudou. On est basé à Lausanne, on a des bureaux aussi à Genève. Cette entreprise a fondé un département solaire en 2013, dont j'en fais partie depuis 2015 en fait. Et aujourd'hui, je suis le responsable du département solaire. Je m'occupe aussi de la formation justement des nouvelles personnes qui arrivent dans le département et qui font des installations solaires. De manière générale, Amoudou SA propose déjà plusieurs places d'apprentissage, des formations, disons, traditionnelles. C'est des parcours de formation d'apprentissage dans électricien de montage et installateur électricien, que je pense vous connaissez. Et on va justement partager un peu l'expérience qu'on a dans cet apprentissage avec vous, avec les défis justement qu'on rencontre en faisant les formateurs dans l'apprentissage traditionnel, disons, qui vont, je pense, s'appliquer aussi pour la nouvelle formation dans le stage solaire. Nous avons environ 10 apprentis par année, des nouveaux apprentis par année. Du coup, justement, on en a environ 30 aujourd'hui qu'on suit. Première année, deuxième année, troisième année, du coup, environ 10 places par année. Et justement, on a mis en place un système de parrainage avec des monteurs électriciens qui permet justement de les suivre en particulier. Et aussi avec des personnes maîtrisées qui détiennent justement une maîtrise fédérale pour les suivre et puis pour qu'ils puissent se former et rentrer dans le monde de l'électricité de manière correcte. Justement, c'est aujourd'hui dans le cadre des apprentissages d'électricien de montage et installateur électricien que nous proposons des stages d'orientation dans le solaire. Ça veut dire que ces personnes qui aujourd'hui font l'apprentissage normal viennent faire tous au moins une fois un mois de stage dans le département solaire d'Amoudou SA. Et c'est là qu'ils peuvent déjà commencer à voir, par exemple, si c'est justement quel type de métier c'est l'installateur solaire, pardon, quel type de tâches on fait,
comment le faire. C'est un métier qui est complètement différent en soi de l'électricité standard qu'on fait dans les bâtiments. On est dans un environnement différent. Du coup, on les prépare pour tout ça. Et voilà, on leur montre ce qu'on fait. Au-delà de ça, au-delà des stages qu'on fait pour les apprentis d'électriciens de montage, électriciens et installateurs électriciens, on propose aussi dans l'entreprise des stages des fins d'études. Du coup, pour des personnes qui ont, par exemple, fait des cours d'ingénierie aussi dans les énergies renouvelables, ou par exemple des stages d'été pour des personnes qui sont dans d'autres domaines, par exemple même des automaticiens ou des personnes qui suivent un autre parcours, pour les former dans le solaire, pour qu'ils aussi puissent se réorienter au cas où ils veulent poursuivre ce domaine ou changer d'orientation. Voilà, pour parler des défis, après je vais parler juste un petit peu de notre parcours pour entrer dans la formation solaire. Pour parler des défis justement qu'on rencontre tous les jours avec ces apprentis, les apprentis dans l'électricité, que je pense c'est les défis qu'on va rencontrer aussi pour l'apprentissage solaire. Il y a 3 sujets principaux, disons, à dire, mentionnés. Je pense que c'est assez évident, mais quand après on rencontre les jeunes, c'est important de les mentionner. C'est les suivis des apprentis et leur parcours. Ça veut dire du coup de les suivre jour par jour dans leur parcours des formations et puis communiquer avec eux pour connaître quelles sont leurs envies, quels sont leurs problèmes aussi d'un point de vue privé professionnel et puis les guider dans leur parcours. C'est des personnes qui sont très jeunes, ils ont souvent besoin d'avoir un exemple. Et puis, je pense que c'est nécessaire justement de mettre en priorité la formation des formateurs, du coup, pour qu'ils puissent poursuivre après leur parcours dans le monde solaire. Justement, les choix du parrain et les choix du formateur, il est très important. Du coup, ça, c'est le deuxième défi. Choisir pour l'apprenti un bon formateur avec un bon parrain. Quand je parle des parrains, c'est quelqu'un qui est vraiment avec eux sur le terrain jour par jour, quelqu'un qui part de l'entreprise avec eux dans la même camionnette pour aller sur les chantiers. Ça, c'est très important. Et puis, le troisième point que je voulais mentionner, c'est la motivation et la communication. Motivation, du coup, c'est continuer à les motiver, justement, les stimuler pour qu'ils continuent leur parcours de formation, pas simplement qu'ils commencent et qu'ils sortent de la formation en cours, mais qu'ils continuent jusqu'à la fin avec des bons résultats. Et aussi, justement, la communication, parce qu'on a trouvé que c'est la clé, c'est la bonne communication avec les apprentis. Des nouveaux, c'est des jeunes qui souvent entre 14 et 15 ans et qui demandent en tout cas une communication différente par rapport à quand on communique avec des adultes déjà dans le monde du solaire tous les jours. Voilà, ça c'est les défis qu'on rencontre et puis je pense que c'est très important de s'axer là-dessus pour qu'on ait un avenir pour ces apprentis. Et puis, je voulais partager peut-être un dernier point, justement, c'est notre parcours qui nous a amené jusqu'ici pour rentrer dans la nouvelle formation solaire. Justement, nous, on est rentré en contact avec M. Setou, qu'on va rencontrer encore cette semaine au centre Polybat au PACO. Ceci va nous permettre justement de connaître vraiment les classes et puis les personnes qui vont les former. Aussi le parcours, je veux dire les aspects pratiques comme par exemple dormir sur place ou les repas, ce genre de choses. On a rencontré aussi M. Grivel qui est le commissaire professionnel généraliste pour le canton de Vaud, qui travaille main dans la main avec M. Setou pour ses apprentissages. Et c'est clair, on est en cours pour rentrer dans la liste des entreprises formatrices sur le site de Suissolar. Ainsi que sur orientation.ch. On attend justement d'avoir fini les cours les CFFE, du coup les 40 heures des formations que tous les formateurs doivent passer pour être justement formateur officiel dans le cadre de ces apprentissages solaires.
C'est moi justement qui va être en charge, disons, responsable de ces apprentissages. Et du coup, c'est moi qui est en train de suivre les cours de 40 heures pour devenir formateur et puis pouvoir prendre des nouveaux apprentis. Dernière chose, bah justement, on va commencer pour l'année 2024 en espérant d'avoir un apprenti. On va commencer avec un apprenti. Et puis, on espère pour la suite avoir plus d'apprentis en 2025 et puis continuer ce parcours de formation qui nous tient à cœur pour l'avenir aussi du marché solaire. Merci beaucoup, Eduardo. Je vais te poser une question rapide et puis on pourra poser les autres questions à toi et Olivier Louton par la suite. Comme justement, Olivier Louton va parler un peu plus du stage d'orientation, je vais te poser une question sur la reconversion professionnelle. Quand vous avez dit que vous prenez des fois des personnes qui seraient intéressées à travailler dans le solaire, si j'ai bien compris, est-ce que tu as une durée que tu as remarqué qui est préférable? Comment se passe pour les motiver? Est-ce qu'il y a une durée typique pour se rendre compte que eux, ça les intéresse ou ça les intéresse pas, ou que vous, c'est une personne qui vous intéresse, que genre, un jour, c'est pas assez, 2 semaines, c'est trop? Alors, c'est une bonne question. De l'expérience que j'ai, du coup, ça fait environ 8 ans que je forme des personnes dans le domaine du solaire. Clairement, un jour, c'est trop peu. Mais même quand on parle des semaines, c'est trop peu. Nous, souvent, justement, comme j'ai dit, on forme des gens qui ont déjà une expérience dans l'électricité pendant un mois sur le solaire. Et même un mois, c'est trop peu, je considère. Le minimum que j'ai trouvé, ou l'idéal que j'ai trouvé pour que les gens puissent vraiment comprendre ce que c'est, le métier du solateur ou de l'installateur solaire, c'est 3 mois. Pour moi, 3 mois, c'est vraiment le minimum pour que cette personne puisse rentrer en contact avec toutes les tâches que nous on fait sur les chantiers. Quand on dépasse les 3 mois, après, ça devient redondant. Ça veut dire que du coup, l'apprenti ou la personne qui veut s'orienter dans le solaire voit plusieurs fois les mêmes tâches. Du coup, après, ça devient plus nécessaire, entre guillemets. Mais 3 mois, pour moi, c'est vraiment l'idéal pour une personne qui rentre dans le métier. Mais du coup, pour une reconversion professionnelle, tu signes déjà un contrat ou bien c'est 3 mois en provisoire, et puis à la fin, vous regardez si vous donnez suite, si la personne est vraiment intéressée, Voilà, et vous exactement. continuez. Tout Ouais, à ok, fait. donc vous faites 3 mois de stage avec ces reconversions professionnelles avant de signer un contrat et puis d'aller de l'avant si la personne est intéressée après 3 mois. Oui, ça ce serait la moyenne, oui, exactement. Ok, très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Tu pourras rester après connecté. Je donner la parole à Olivier Louton pour nous faire aussi un rapide point de son expérience. Hop, voilà, je te laisse la juste présenter, comme ça il y a ton nom qui apparaît à l'écran, mais tu peux Ouais, prendre la parole, bonjour Olivier. à tous. Donc, Olivier Houtan chez Suntechnix. Nous, on n'est pas installateur électrique complet comme un Moudru, mais uniquement photovoltaïque depuis la fin des années 70. Moi, je suis là depuis 2006. J'étais avant tout chef de projet. Maintenant, je suis directeur, mais c'est un détail. C'est plus le côté technique, planification, montage qui m'intéresse. Et donc, comme Yannick l'a dit, on a pris un jeune de 15 ans dans le cadre d'un stage d'orientation, donc en dernière année du cycle d'orientation. C'était la première fois, donc 3 jours seulement. C'est vrai que c'est pas beaucoup, et puis en même temps, je crois qu'ils n'avaient pas la possibilité dans le cadre de leur cursus scolaire de faire plus, mais ça suffisait à mon avis pour leur donner déjà un bref aperçu de ce que c'est que le travail de monteur solaire. Donc en gros, c'était juste le papa qui avait envoyé un mail à quelques installateurs, et puis j'étais le seul à répondre, donc il était absolument ravi. J'ai une très brève expérience puisque finalement c'est mes collègues monteurs qui s'en sont occupés. Voilà. L'impératif pour eux, c'est que ce soit des chantiers qui se trouvaient sur le canton de Genève puisqu'il était à Genève. On en avait quelques-uns en suffisance, donc ça c'était pas un problème. Il y a la question de la sécurité qui se posait, donc il faut savoir que dans le cadre de ces chantiers, le stagiaire était toujours assuré par l'école, comme s'il était en classe. Et puis, il y a donc, à mon avis, le minimum à faire, c'est qu'ils soient équipés comme nos propres employés, c'est-à-dire chaussures de sécurité, gilet, casque, lunettes si nécessaire, etc. Ce qu'on lui a fourni, puisque lui n'en avait pas l'utilité plus tard, alors que nous, on peut très bien le refiler, tout ce matériel à un autre collaborateur ou un autre stagiaire dans le futur. Le cadre était
le stage, pardon, était, je dirais, encadré par une simple petite convention de stage de quelques lignes à remplir pour l'école. Donc rien de bien compliqué. Et puis pour le suivi, je pense pas que ça ait été bien compliqué puisque finalement il a été considéré par mes collègues monteurs avec un peu plus de précaution, mais comme un autre collègue ou un autre travailleur temporaire à qui on donne les instructions claires et précises pour ceux qui n'en ont pas la moindre idée au départ, en sachant que finalement le travail est assez simple et répétitif, comme on le sait tous. Une fois qu'on est parti avec une tâche, souvent on peut la répéter pour un bon moment. Donc voilà, ça s'est bien passé. J'ai pas eu le temps de débriefer ni avec le stagiaire ni avec mes collègues parce que je suis parti en vacances droit derrière. Puis j'ai pas réussi à les joindre non plus aujourd'hui. Mais expérience positive à mon avis, en tout cas pour le stagiaire. Puis mes collègues se sont pas plaints non plus, donc ils ont trouvé plutôt sympathique, je crois, de partager brièvement leur expérience. En l'occurrence, il a fait un jour et demi, je crois, sur trois gros toits plats à tirer des câbles lacés et poser des canaux. Donc là, il a vu du gros matériel, des gros câbles de 70 mm². Et puis, il a fait un autre jour et demi sur un plus petit toit d'une ferme où le montage était très rapide parce qu'il s'agissait de tôles trapèzes. Donc, ils ont terminé le système de fixation ensemble, câblé et puis posé 75 panneaux. Voilà, avec 3 autres personnes. Voilà, j'ai un petit peu fait le tour et pas grand chose de plus à dire vu de Merci. mon côté. Est-ce que tu as eu un peu de la chance qu'il y ait eu plusieurs choses à voir ou est-ce que tu as planifié un petit peu pour que sur ces 3 jours, ils voient plusieurs éléments du métier? Alors, je dirais que pour le coup, c'est un petit peu du hasard. On a toujours plusieurs chantiers en cours, surtout des villas sur Genève. Là, il se trouvait qu'on avait une urgence aussi à devoir terminer ces gros toits avec les câbles lacés. Alors c'était à moitié planifié, à moitié du hasard, mais du hasard en sachant qu'on a en permanence des chantiers sur Genève, donc c'était pas très compliqué non plus. Ouais. Après, j'ai quand même vérifié, je pense, dans notre planning, en fonction de la demande, de l'impératif, que ce soit dans le canton de Genève, qu'on aille suffisamment quand même dans dans ce laps de temps, quoi. Ouais. Parfait, merci beaucoup, merci pour l'expérience. Je vais ouvrir la parole aux participants. Est-ce que vous avez des questions pour soit Eduardo, soit Olivier concernant leur expérience, que ce soit pour voilà, Olivier, première expérience avec un jeune, Eduardo qui ont l'expérience de leur département électrique avec des apprentis. Je vous laisse la parole, chers participants. Et je cherche aussi à retrouver mon fil dans le chat. Il y a plusieurs messages, donc si jamais quelqu'un a un message du chat qui veut la poser, qu'il n'hésite pas à parler. Oui, Olivier, Oui, salut Olivier. On t'écoute. Attends, là, on t'entend plus là. tu m'entends? Ouais, c'est bon, ça Ouais. revient. Le numéro pour l'OFIAM, vous l'avez déjà, le numéro, parce qu'il y a bien, il n'y a toujours pas de numéro, c'est octobre et novembre, Sébastien, ça veut. Est-ce que Sébastien, tu as compris la question? Non, pas du tout. Il y avait, Olivier, parle bien devant le micro. J'entends pas du tout ce que tu parles, Olivier. tu m'entends, là? Il n'y avait pas un numéro pour l'OFIAM, normalement? Le numéro de quoi? Un numéro de profession. Oui, elle y est sur le plan de formation. Ou bien sur l'ordonnance, elle y est, le numéro. Ah, il est drôle. Ouais. Alors, je n'ai pas par cœur, mais 50 000 et quelque chose. Ok, merci. Bon, je vous laisse regarder en tout. Oui, vas-y, Rita. C'est 52009. Et puis l'AFP, c'est 520019, 29. 19, je pense, oui. Parfait, Ah Rita. non, 15. 52019.
15. Tu connais tes chiffres sur le bout des doigts, Rita, bravo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'avais plutôt ouvert la parole par rapport aux expériences ou des questions vraiment très terre à terre, vraiment terrain pratique. Si vous, à Eduardo ou à Olivier Loutan, si vous posez des questions d'une bonne manière d'accueillir un jeune, j'étais plutôt parti là-dedans. Après, s'il y a des questions plus générales, on peut prendre le temps maintenant. Donc, la présentation, le webinaire arrive à sa fin. Donc, sentez-vous libre de poser toutes les questions qui vous intéressent avec les personnes qui sont ici présentes pour vous répondre. J'aimerais peut-être encore faire un ajout, si je peux, si tu me le permets, Yannick. Bien sûr, vas-y. Alors, on avait pour justement, quand on parle justement de l'engagement des apprentis ou bien de trouver des apprentis, enfin, on ne parle pas du recrutement proprement dire. La recherche des apprentis, c'est Suisse Solar qui donne un coup de main aux entreprises localement qui vont aller chercher des jeunes pour pouvoir former, pour rentrer dans la formation. Nous avons, pour donner un coup de main à l'entreprise formatrice, Polybat met sur pied un coach de formation. C'est-à-dire que l'entreprise peut faire gratuitement appel à ce coach jusqu'à un certain point, évidemment, et puis peut venir visiter l'entreprise et puis en fait donner l'entreprise à organiser la formation, c'est-à-dire à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le plan de formation, à comprendre quelles sont les obligations de l'entreprise, à comprendre quelles sont les obligations de l'apprenti. Et ça, c'est quelque chose qu'on met à disposition gratuitement du côté de Polybat, le coach en Suisse romande. Donc, il peut venir vous rendre visite. Si vous avez besoin, vous pouvez le faire. Je pense que je regardais pour donner les coordonnées. À l'heure actuelle, c'est encore en discussion parce que ça casse un petit peu le travail de la surveillance de l'apprentissage des cantons. Ça, c'est clair. Et puis, on essaie quand même de pouvoir organiser ça un petit peu parallèle avec la surveillance de l'apprentissage. Donc, on fait un petit peu attention avec ça, mais ils ne sont pas là pour régler les problèmes avec les apprentis, enfin ce coach, mais il est là pour donner un coup de main à l'entreprise à mettre sur pied quelque chose, surtout quand on n'a jamais formé, puis on ne sait pas à quoi ça correspond, tous ces documents qu'on reçoit. Parce qu'on reçoit une bimambelle de documents, on ne sait pas quoi faire avec. Donc, cette personne est là pour vous donner un coup de main à mettre en place la formation de l'entreprise. Super, merci. Ça, c'est top. Alors, soit on a été hyper clair, soit les questions sont trop compliquées et les gens ne les posent pas. Je vais peut-être, comme on arrive à l'heure avant que tout le monde parte, j'ai 2 mots encore de la part de Suisse Solar à vous donner. Premièrement, un point important au niveau éthique et qualité, un petit rappel, même si ça semble logique, un apprenti, ce n'est pas de la main-d'œuvre bon marché qu'on profite d'avoir pour pouvoir voilà, faire des travaux en payant des cacahuètes. Avoir un apprenti, ça veut dire passer du temps pour le former. Et ça, je pense que c'est un message qui nous tient à cœur et qu'on a aussi envie vraiment d'insister. Prendre un apprenti, ça nécessite un engagement de la part de l'entreprise, un engagement personnel de la part des personnes qui vont le suivre. Et c'est important de bien prendre en compte cet engagement et ce temps, pas simplement voir un gain financier parce que c'est quelqu'un qu'on va payer moins cher. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important à bien insister. Voilà, ça c'est pour le petit côté un peu politique, pour vous rappeler ça. Et sinon, aussi, comme Sébastien a brièvement mentionné, qu'il pouvait y avoir de la coopération entre entreprises. Si une entreprise n'a pas exactement les prérequis pour être reconnue comme formatrice, Suisse Solar travaille sur un guide pour aider les coopérations entre entreprises, les partenariats. Donc, si jamais vous sentez que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, ce partenariat entre entreprises pour avoir une meilleure capacité à accueillir des jeunes ou parce que vous n'avez peut-être pas toutes les prestations de votre catalogue, on a un guide qui devrait sortir prochainement. Voilà, ça c'était un petit peu pour ajouter quelques mots. Nous, on est encore là 5-10 minutes pour répondre aux questions. Donc, s'il y en a, n'hésitez pas à rester et poser vos questions. Autrement, pour tous les autres, merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir été ici. On espère que ça vous a été utile, que vous avez appris les choses. N'hésitez pas à nous écrire, à nous poser vos questions. Si vous avez aussi des demandes complémentaires pour vous soutenir, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Je remercie aussi chaleureusement, avant que tout le monde parte, mais on est encore là pour les questions, tous ceux qui sont intervenus. Merci Sébastien, Eduardo et Olivier.
et mes collègues de Zurich qui ont fait un super travail que vous ne voyez pas, un travail dans l'ombre, mais qui est ultra efficace. Voilà. Et comme j'ai dit, on est là encore pour les questions, donc n'hésitez pas à intervenir. Et puis ceux qui doivent y aller parce qu'il est l'heure, merci beaucoup et puis et bonne soirée.